Le pétrolier Shell vient donc de vendre cette semaine son gisement texan de pétrole et de gaz de schiste à l'américain ConocoPhillips pour quasiment 10 milliards de dollars. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Alors pour vous, il y a une espèce de curieux timing dans cette opération de cession du pétrolier européen? Le premier timing qui est plus évident, c'est évidemment qu'on est en Europe en ce moment en plein dans dans un choc pétrolier et gazier de grande ampleur qui fait exploser les prix du gaz d'abord et puis derrière des autres carburants et de l'électricité in fine aussi. Donc c'est un moment qui devrait réjouir les producteurs de gaz parce que ils n'arrivent pas à produire suffisamment. On en cherche partout. Les Russes sont évidemment très contents. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que Shell décide de vendre ses actifs aux États-Unis dans le gaz de schiste. Enfin, c'est du gaz et du pétrole de schiste dans le plus grand bassin pétrolier des États-Unis. Alors, ça a des explications évidemment bien plus profondes, mais c'est vrai que à un moment où les prix remontent enfin, puisque le gaz de schiste a énormément souffert ces 2 dernières années du fait de la baisse des prix du pétrole, maintenant tout remonte comme un bouchon et Shell. Justement, ils ne sont pas contre-temps. Ils sont pas contre-temps puisque les prix sont plus élevés, ils sont hauts. Tout à fait. Alors effectivement, ils peuvent choisir entre récupérer le cash tout de suite ou en vendant. Sans savoir où sera le pétrole dans 2 ans, 3 ans. Voilà. Effectivement. Mais en fait, les raisons sont plus profondes que là. C'est effectivement une bonne affaire parce qu'il vend à un prix qui est jugé très élevé, 9,5 milliards de dollars. Est-ce qu'il ne vend pas un petit peu, pardon Philippe, est-ce qu'il ne vend pas un peu Shell sous la contrainte? Parce qu'il y a cette pression des marchés, pression des opinions publiques pour sortir lentement mais sûrement du pétrole. C'est pour ça qu'il y a cette sortie de ces gisements texans. Ça ne veut pas dire que Shell sort du pétrole, non, mais voilà. Ils sortent du pétrole et du gaz de schiste qui ont une réputation sulfureuse. Oui, alors ça c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas le premier. Total Energy, notamment, est également sorti du gaz de schiste. On peut dire que les pétroles et gaz de schiste, c'est une affaire américaine qui reste aux mains des Américains et c'est compliqué pour les non-américains. Et en plus, c'est assez cher à produire. Alors ça peut effectivement pas du tout dire que Shell sort du pétrole, c'est même le premier opérateur de pétrole dans le golfe du Mexique, pas très très loin donc du Texas. Donc ça veut dire qu'il croit toujours dans le pétrole, mais effectivement, et alors là c'est la grande divergence entre les majeures pétrolières européennes et les américaines, il est sous pression à la fois de l'opinion publique, des gouvernements et même des financiers, pour réduire son exposition au pétrole de façon importante. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les 3 grandes majors européennes, Total Energy, BP et Shell, se sont toutes les 3 engagées à atteindre la neutralité carbone en 2050, ce que n'ont pas du tout fait leurs homologues américaines. Et donc c'est du toilettage, une espèce de toilettage de leur portefeuille à ces majors européennes? Alors c'est effectivement une forme, on peut le dire comme ça, du toilettage. Alors, je ne sais pas si c'est du toilettage vert, de greenwashing, mais c'est du toilettage en tout cas d'actifs. C'est vrai que ce gisement n'est pas de loin le plus gros gisement de Shell. Ça ne représente que 1% de ses émissions de gaz à effet de serre, donc c'est pas non plus un enjeu environnemental considérable. Mais en revanche, effectivement, pour l'affichage, et puis ça donne également le signal, c'est eux qui le disent d'ailleurs, qu'ils vont préférer la valeur au volume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont se concentrer, d'abord ils vont moins investir dans le pétrole, normalement ils devraient d'ailleurs arrêter progressivement d'investir dans le pétrole, et se concentrer sur les gisements les plus rentables, ceux qui fournissent le plus de valeur. Ouais. D'ailleurs, on voit que si pour le coup, on l'a dit, si ces majors européennes du pétrole ont pris des engagements, vous l'avez rappelé, en matière de neutralité carbone, après c'est discuté par les associations, les ONG, côté américain, pour le coup, on se renforce quelque part là,
puisque c'est bien l'américain ConocoPhillips qui a acheté pour 10 milliards, on se renforce sur le pétrole et le gaz de schiste. On voit une espèce de divergence entre les stratégies européennes et américaines, du point de vue des majors. Oui, bien sûr, la divergence, elle est très importante. D'abord, effectivement, les Américains se renforcent en Amérique, c'est pas totalement idiot. Tout le monde, y compris au niveau du gouvernement, même ceux qui sont engagés dans la transition énergétique, disent qu'il faut absolument que les États-Unis restent indépendantes, creusent leur indépendance, renforcent leur indépendance en matière énergétique et donc pétrolière. Et le gaz de schiste, c'est vraiment l'instrument de ça. Et c'est pour ça qu'on ne les laissera pas tomber. Mais en revanche, il y a une consolidation considérable là-bas qui fait que ça se concentre autour de quelques acteurs comme ConocoPhillips, comme Pioneer, comme Chevron, qui, eux, investissent des sommes considérables pour rester effectivement de très grosses majors pétrolières. Alors après, la question c'est effectivement, ils sont prêts à payer des sommes très importantes, donc on transfère un actif de Shell à ConocoPhillips, ça ne veut rien dire au niveau mondial, au niveau en tout cas des émissions environnementales. Ouais. On est quand même à 2 mois de la COP26 à Glasgow, où on va dire que c'est très très important que tout le monde accélère la sortie des pétroles. Je rappelle que les carburants fossiles, c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est vraiment le sujet majeur. C'est pas du tout la direction vers laquelle se dirigent les compagnies américaines. De la même façon, les compagnies européennes font toutes le pari maintenant de l'électricité. Elles assurent toutes qu'elles vont être numéro 1 mondial de l'électricité en 2050. Enfin, elles en tout cas, elles affichent quelque chose de très volontariste dans le domaine. C'est pas le cas des Américains. Et puis, il faut pas oublier non plus que les majors pétrolières, ça représente à peu près 15% de la production de pétrole dans le monde et 10% oui, y a pas qu'elle, de gaz à effet de serre. Et oui, derrière les majors, il y a toutes les grandes compagnies des pays producteurs de pétrole. Alors on pense évidemment à l'Arabie Saoudite, l'Aramco, qui est la plus grosse société du monde, une des plus grosses sociétés du monde en valeur, mais il y a aussi brésiliennes, les Russes, etc. Donc il y a tous ces gens-là vont forcément récupérer en fait les actifs des majors pétrolières et même si ces grandes sociétés occidentales respectent leurs engagements, même si elles vont au-delà, ça ne résoudra pas le problème tant qu'effectivement c'est 75% à 80% d'entreprises qui ne sont pas des multinationales de l'énergie qui, elles, seront candidates pour acheter et vont continuer. Donc, on voit bien que là, agir sur l'offre, c'est-à-dire que ne doit pas se limiter aux majors pétrolières, aux grandes majors pétrolières. D'ailleurs, juste on se quitte là-dessus, Philippe, mais quelque part, les majors européennes du pétrole, pétrolières, sont en avance par rapport aux pétrolières, aux majors américaines. Et en même temps, les ONG nous disent que c'est beaucoup trop lent, que ce virage vers la transition énergétique des pétroliers européens est trop lente. Bien sûr, ce n'est pas incompatible. Effectivement, globalement, le mouvement est très très lent. Il est un petit peu plus rapide parce que l'opinion publique, parce que le contexte politique est différent en Europe et donc elles sont un peu plus avancées que les Américaines. Mais néanmoins, et là, alors ça ne concerne pas que elles, comme je disais tout à l'heure, ça concerne tout le secteur pétrolier. On est très très loin d'un aggiornamento qui introduirait, comme le demande d'ailleurs l'Agence internationale de l'énergie, d'arrêter tout investissement et toute exploration nouvelle à partir de maintenant. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils disent. Et si on veut respecter les conditions, enfin les engagements en termes de hausse de température. De hausse de température, enfin en tout cas de limitation du réchauffement climatique, eh bien il faut absolument entamer la sortie du pétrole. Et pour l'instant, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc la réponse, elle viendra pas vraiment probablement d'initiatives comme celle-là, mais plutôt de la demande.
Et la demande, c'est qui? C'est les automobiles, c'est la production d'électricité, c'est les industries, c'est-à-dire c'est les utilisateurs, et eux sont sous pression, et c'est eux qui feront finalement probablement bouger l'industrie pétrolière dans son ensemble. On a tous un rôle à jouer au quotidien pour ça. Merci en tout cas. Explication et point de vue signé Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe, bonne journée. Merci David. Salut.